Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Sarah Tanzili, bonjour. Bonjour. Vous êtes candidate dans la 13e circonscription pour la majorité présidentielle. Alors vous étiez auparavant l'assistante parlementaire de la députée sortante Danielle Casarian, aussi de la majorité présidentielle, qui a décidé de ne pas se représenter. On ne vous cache pas qu'on n'a pas beaucoup entendu parler d'elle pendant 5 ans. Elle s'est surtout investie sur la question des relations franco-arméniennes. J'ai vu que vous étiez assez active aussi sur ces sujets-là, sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous serez une députée similaire à Danielle Casarian ? Alors, j'ai été 5 ans collaboratrice de Danielle Casarian sur la circonscription. Danielle Casarian, c'est quelqu'un qui a voulu travailler dans la discrétion, mais qui a porté des sujets importants au début du mandat sur la question du séparatisme, mais également des problématiques très locales liées à des dossiers en matière d'inclusion et de handicap. C'était une parlementaire très humaine et en ça... je souhaite m'inscrire dans cette dynamique-là. Après, voilà, je suis députée de tous les habitants de ma circonscription. Je serai demain députée de la Nation. J'ai l'intention de porter d'autres sujets que la question de la cause arménienne, même si ce sujet-là, c'est celui qui a structuré mon engagement. Pour la majorité présidentielle, il fallait changer de candidat avec la menace peut-être du maire de Saint-Priest, Gilles Gascon, qui se présente. Non, je crois que Danielle Casarian a fait un choix qu'elle a mesuré. Elle a donné 5 ans à son pays en s'engageant en tant que députée. Aujourd'hui, elle aspire à aller vers d'autres aventures et notamment de l'action humanitaire. Donc voilà, c'est son choix. Je ne crois pas que c'était une volonté du mouvement que de demander à Danielle Casarian de partir. Alors, dans l'actualité du jour, on a vu hier Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, convoqué par le Sénat, la commission des lois présidée par le sénateur du Rhône, François-Noël Buffet, qui a demandé des comptes sur l'organisation de la finale de la Ligue des Champions au Stade de France le week-end dernier. On a vu un ministre de l'Intérieur rester sur ses positions, continuer à défendre l'organisation des forces de l'ordre, remettre la faute sur les supporters anglais. On a l'impression que c'est un peu toujours le même type de remake avec lui. Les forces de l'ordre n'ont pas de défaut. Libération a titré qu'il refait le match. Est-ce que vous n'avez quand même pas un souci dans la gestion des forces de l'ordre ? On l'a vu avec les Gilets jaunes, on l'a vu avec le déni sur les violences policières. Est-ce que ce déni-là n'est pas un souci pour régler ce problème, justement ? Alors, il y a plusieurs choses dans votre question. D'abord, concernant ce qui s'est déroulé samedi soir, je pense qu'il est important qu'il y ait une enquête qui se déroule de la façon la plus transparente, la plus précise possible, pour qu'on puisse tirer les enseignements de ce qui s'est passé pour les prochains grands événements sportifs qu'on va accueillir dans notre pays, la Coupe du Monde de rugby et bien sûr les Jeux Olympiques de 2024. Ça, c'est le premier point. Une enquête parlementaire ? Une enquête parlementaire et une enquête tout court, c'est-à-dire administrative aussi, pour comprendre ce qui s'est passé et comment on a pu arriver à cette situation qui est effectivement dramatique et qui montre, en fait, qui donne une image vraiment extrêmement négative de notre pays à l'international, et ce qui est effectivement très triste et très déplorable. Et je crois qu'hier, le ministre de l'Intérieur l'a d'ailleurs souligné. Ensuite, sur la question des forces de l'ordre, je pense que vous savez, dans notre pays, on en demande énormément aux forces de l'ordre. Qu'il y ait des dysfonctionnements, c'est certain. Voyez, vous parlez tout à l'heure des violences policières. Il y a des situations qui sont inacceptables, mais ça reste, à mon sens, des situations qui sont marginales. Je ne crois pas qu'il faille jeter l'opprobre sur l'intégralité des policiers et des gendarmes de notre pays qui font un travail difficile et qui sont énormément sollicités aujourd'hui. Aussi, quand on parle de violence policière, vous vous étouffez, pour reprendre la formule de Gérald Darmanin ? Non, je m'étouffe pas. Je pense qu'il faut pas nier certaines situations de fait, mais il faut pas non plus en tirer des généralités. Alors sur la question des forces de l'ordre, l'Est lyonnais a été assez sensible au mouvement des Gilets jaunes, qui ont beaucoup reproché à la gestion des forces de l'ordre. On a parlé aussi de l'utilisation des flashballs dans la tête. Il y a eu un certain nombre de blessés. Comment vous allez
changer la manière de parler aux Français, parler à ces mouvements en colère. On a entendu le président de la République dire qu'il fallait une nouvelle gouvernance. Elle tarde un peu à se concrétiser. À quoi elle va ressembler ? Alors, effectivement, je pense que, vous savez, quand on fait le bilan des 5 dernières années, il y a des choses qui ont été très bien faites, il y a des choses qui ont été un peu moins bien faites. Et je crois qu'effectivement, il est important de changer de méthode, d'associer de façon beaucoup plus étroite les habitantes et les habitants. Les Français sont des gens intelligents et éduqués politiquement. Ils ont besoin d'être plus associés, d'être plus impliqués. Moi, sur le terrain, ce que je souhaite proposer pour ça, c'est la mise en place de conseils de circonscription. Certains parlementaires l'ont déjà fait. L'objectif, c'est de réunir autour de la table toutes les forces vives du territoire, les élus locaux, les associations, les habitantes et les habitants qui souhaitent participer, et de choisir 2 thématiques à chaque fois. Une thématique descendante, où je vais pouvoir expliquer un certain nombre de positions que j'aurais prises à l'Assemblée nationale et de votes que j'aurais réalisés, et une thématique ascendante, où les personnes autour de la table pourront me faire remonter leurs préoccupations, leurs propositions, puis également échanger entre elles, pour comprendre aussi que selon de là où on parle, on peut avoir des points de vue différents et qu'il faut concilier aussi les points de vue de chacun. Voilà, c'est aussi créer de la démocratie participative directement sur le territoire. Alors, le président de la République a aussi promis une inflexion sur le climat, sur les questions environnementales. Vous, dans votre circonscription, en revanche, vous souhaitez une nouvelle autoroute, puisque vous souhaitez qu'on prolonge la 432 entre l'aéroport Saint-Exupéry et puis au sud de l'agglomération jusqu'à Vienne. Alors, vous savez, quand on a une grande agglomération comme Lyon, qui est en plus un véritable carrefour routier européen, on a besoin d'avoir un contournement autoroutier de l'agglomération. C'est un outil de protection des populations qui vivent ici, des gens qui subissent aujourd'hui une nuisance, une pollution atmosphérique qui est inacceptable. Alors Lyon, il y a déjà un périphérique, et à l'est, un périphérique et un contournement. Le périphérique et la rocade ne sont pas des itinéraires de contournement de l'agglomération lyonnaise. D'abord, ils passent dans l'agglomération lyonnaise, et 2, ils ont vocation, périphérique et rocade, à permettre aux habitants de se déplacer, et pas aux poids lourds de traverser l'agglomération. Donc voilà, moi je pense qu'il est important de trouver une solution pour sortir le trafic de transit de l'agglomération, parce que ce trafic-là, il génère des pollutions qui sont inacceptables. J'habite sur la circonscription, et assez régulièrement, je croise sur des petites routes qui n'ont pas du tout vocation à accueillir de tels véhicules, des gros poids lourds qui ne veulent pas passer par la rocade parce qu'elle est bouchée et qui donc empruntent des chemins de traverse. Ça, c'est inacceptable. Il faut que ça s'arrête. Dans votre tract de campagne, vous défendiez aussi, en matière de mobilité, une voiture électrique à 100 € par mois en mode leasing. Oui. Vous ne précisez pas que ce ne sera pas pour tout le monde. Alors, je crois qu'il y a eu une clarification qui a été faite dès le départ au sein du programme présidentiel. Enfin, ce n'est pas un scoop, cette mesure-là. C'est une mesure qui est dans le programme. Et effectivement, c'est une mesure qui vise à aider ceux qui en ont le plus besoin, à savoir les jeunes qui seront en recherche d'emploi, les professions sociales et médico-sociales, et également sous conditions de revenus. Vous savez, je pense que la façon dont nous, on voit la transition écologique, c'est de faire de la transition écologique pour tout le monde. Il y a des gens qui ont la possibilité d'acheter des véhicules électriques, et c'est très bien, il faut qu'ils continuent de le faire. Il y a des gens qui n'ont pas les moyens de le faire, et qui, eux, sont contraints de rouler avec des véhicules polluants. C'est rarement un choix, vous savez. C'est ces gens-là qu'il faut qu'on aide pour faire une écologie qui ne soit pas une écologie d'incantation, mais qui soit une écologie qui accompagne les habitantes et les habitants, les Français et les Françaises, vers un changement de pratique écologique, et aussi un gain de pouvoir d'achat, parce qu'on sait que le transport, l'énergie sont des gros postes de dépenses dans les budgets des Français. Donc proposer cette solution, c'est une solution écologique, mais c'est aussi une solution de gain de pouvoir d'achat. À titre personnel, si vous êtes élu député, quelle loi vous porterez ? Alors, moi, je souhaite m'investir particulièrement sur un sujet qui me tient à cœur, parce que durant les 5 dernières années sur la circonscription, j'ai rencontré beaucoup de femmes concernées sur ce sujet-là. C'est le sujet des mères célibataires.
Par exemple, à Dessines, en 2018, on avait plus de 18% des familles qui sont des familles monoparentales. On sait qu'aujourd'hui, en France, 85% des familles monoparentales, c'est des mères célibataires. Et si vous voulez, ce dispositif-là, il a vocation à aider les mères. Il a aussi vocation à aider les enfants qui subissent directement les conséquences d'un revenu qui est limité, puisque aujourd'hui, 41% des enfants qui vivent en famille monoparentale vivent en dessous du seuil de pauvreté. Donc par rapport à ça, il y a deux dispositifs que je souhaite porter. C'est d'abord des solutions renforcées en termes de mode de garde, le droit opposable à la garde d'enfants, mais également l'extension de l'aide financière à la garde d'enfants jusqu'aux 12 ans de l'enfant pour les familles monoparentales. Et puis, c'est également un soutien financier avec l'allocation de soutien familial qui passera demain à 174 € par mois et par enfant. Sarah Tanzili, je vous remercie. Merci et à moi, vous. je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.